Et maintenant, on va parler un petit peu de films d'actualité. On va faire une critique comparative. Alors, quelque peu comparative, hein, puisque les films, même s'ils se rapprochent, ils ont quand même deux visions différentes. Puisque, bon, en soi, ils sont sortis quasiment en même temps, à une semaine d'intervalle, quasiment deux. Donc, c'est Better Man et Un Parfait Inconnu. Puisque, bon, bah, cette année, hein, on n'est pas près de manquer de films musicaux. Et franchement, bon, les biopics du genre ne font que se multiplier. Déjà, l'an dernier, on a eu ceux sur Bob Marley et Amy Winehouse. Et cette année, ça continue. On attend du lourd, évidemment, avec possiblement un biopic sur Bruce Springsteen, un sur Michael Jackson qui se profile, et même, voilà, il y a eu aussi le Monsieur Aznavour, hein, du côté français, pour ne citer que quelques exemples. Et on a eu récemment, d'ailleurs, l'annonce de The Weeknd qui, fait un film un peu posthume sur son personnage, montrer comment il va mourir. Donc, on s'imagine aussi un petit biopic sur sa carrière de 2010 à aujourd'hui. Et parmi tout ça, il y a deux films qui méritent donc la comparaison. C'est Better Man et Un Parfait Inconnu, de biopics musicaux, mais avec des approches radicalement différentes, puisque Better Man, c'est une sorte d'autoportrait signé Robbie Williams principalement. Il n'est pas directement à l'écriture, mais c'est clairement sa vision, son récit et surtout sa volonté de se raconter à sa manière, ce qui donne un film souvent touchant, mais qui forcément flirte parfois avec une forme d'auto-justification, voire d'hypocrisie, ce qui au fond est presque inévitable quand un artiste raconte sa propre histoire comme celui-là, aussi provoquant. Et de l'autre côté, on a Un Parfait Inconnu, le film de James Mangold, qui lui prend une toute autre direction. C'est un portrait de Bob Dylan à ses débuts, au moment où il façonne son personnage, où il absorbe ses influences politiques et sociales pour en faire un style musical unique. On voit comment dans les années 60, il devient cette figure incontournable, comment ses idées prennent forme à travers la musique. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux films sont évidemment très musicaux, mais ils ont une approche totalement différente du temps et du rythme. Better Man, c'est une fresque qui couvre quasiment 3 décennies, des années 90 jusqu'aux années 2010 de Robbie Williams, et on est sur un film qui veut tout raconter, hein, qui multiplie même les moments clés de la vie de Robbie Williams, au point que ça peut parfois donner une impression de trop plein, un côté un peu étouffant par moments. C'est pas forcément un défaut, mais évidemment c'est à souligner. C'est aussi un film très chargé visuellement, avec plein de propositions cinématographiques, on y vient, qui essaye de rendre cette histoire toujours vivante et rythmée, quitte à parfois partir dans tous les sens. A l'inverse, Un Parfait Inconnu est beaucoup plus resserré, il se concentre sur une période courte, 5 à 7 ans maximum, et prend le temps d'explorer l'évolution de Dylan, ses inspirations, son regard sur la musique et sur le monde qui l'entoure. C'est un film plus posé, plus réfléchi, qui s'attarde sur le processus créatif, sur l'homme derrière l'icône, mais aussi sur son époque et ses contemporains. Rien que sur cette gestion du temps et du rythme, on voit que déjà il y a deux visions radicalement différentes du biopic musical. Et un autre point de comparaison évident, quand on parle de biopics musicaux, c'est la place des relations amoureuses et plus largement le rôle des femmes dans la vie de ces deux artistes, parce que dans les deux films, on a des portraits féminins qui ont influencé d'une manière ou d'une autre leur trajectoire, mais avec deux visions très différentes. Dans Better Man, on nous montre que ce ne sont pas forcément les phases de pure création qui ont façonné Robbie Williams, mais bien une relation marquante, une histoire qui l'a profondément touché et qui a influencé son état d'esprit, sa vision de lui-même, ses hauts et ses bas. Ce n'est pas tant une muse au sens classique du terme, mais plutôt un lien émotionnel qui joue un rôle clé dans son parcours. De l'autre côté, dans Un Parfait Inconnu, Bob Dylan est montré comme un artiste qui intègre directement ses relations amoureuses dans son processus créatif. Les femmes de sa vie sont à la fois des influences et parfois même presque des outils qu'il utilise inconsciemment pour nourrir son art. Il y a quelque chose de presque froid, voire cynique par moments, où on a l'impression qu'il se sert de ces histoires comme d'une matière première, sans toujours y mettre une vraie dimension sentimentale qui plus est. Son ambition artistique prend le dessus sur tout le reste, et c'est cet aspect bien mis en avant dans le film. Alors après tous ces comparatifs, ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve avec deux portraits d'artistes qui, malgré des approches très différentes, restent quand même ancrés dans certains codes du biopic, assez conventionnels, parce que oui, même si ces films essaient d'apporter leur propre vision, ils restent finalement dans une certaine conventionnalité propre au genre. Ce sont deux films qui, d'une certaine manière, tentent d'être originaux tout en restant dans les normes du biopic. On va parler d'abord de Better Man, qui est une grosse... Oui. T'as pas tout dit là? Quoi? T'as pas déjà tout dit? Non, on a plusieurs points à développer. Better Man, parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit un truc très important dans Better Man. Better Man, c'est le nouveau Planète des singes en fait. Voilà, c'est ça, c'est que Better Man, le choix est radical de Robbie Williams, puisque on le rappelle, comme l'a déjà présenté Joshua, c'est que l'autoportrait, Robbie Williams voulait absolument, même avant la production de ce film, être un singe et être présenté comme un singe en CGI. Alors il voulait pas jouer lui-même son personnage, mais il voulait absolument se présenter tel que. Et est-ce que ça fonctionne, cette sauce un peu Planète des singes, avec un chanteur plus ou moins carriériste dans ce film, on va dire? Ouais.
C'est compliqué parce que même si le Mhm. réalisateur qui est derrière, c'est Michael Grasset, je Oui. crois, qui avait déjà bossé dans le côté animation, FX, qui avait même également fait d'autres biopics, c'est un peu un réalisateur que je qualifierais un peu quand même de faiseur. C'est-à-dire qu'on sent qu'il a une compétence dans le côté FX, mais il y a tellement un surplus trop régulier à mon sens de FX, on en avait discuté Benjamin, où dans certaines scènes, on se retrouve avec des plans où moi je me suis retrouvé à me poser la question de j'ai quoi en face de moi? Est-ce que j'ai des acteurs qui ont véritablement fait une chorégraphie de danse ou est-ce que j'ai juste deux modèles 3D? Et ça en devient frustrant parce que il y a quand même si on est sur une forme de biopic qui est relativement classique, hein. Alors au début j'étais un enfant, puis après j'étais un ado, puis après j'étais un adulte, puis après j'ai fait de la merde, parce que je suis un personnage de merde, voilà, parce que tous les biopics doivent montrer quelqu'un qui fait n'importe quoi, même si ça va avec le personnage. Mais Voilà, et puis il s'insulte énormément, hein. Et voilà, il y a, comme on a dit, une volonté aussi de montrer le personnage qu'il était, mais les envers du décor juste à se justifier, évidemment. Et voilà, c'est un peu le problème, c'est oh là là, quand même, j'étais qu'un sacré connard, hein. Vous pouvez m'aimer s'il vous plaît. Pour moi, c'est un peu ça. C'est regardez, ma mamie, elle est morte. Je suis triste. J'en ai rien à faire. Enfin, c'est visiblement le public non plus n'en a rien à faire. Enfin, Il est sans cœur quand même, hein, qu'il y a quelqu'un qui meurt. Non. Oui, Après, c'est la vraie question. Je suis d'accord avec Lenny. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles d'un biopic sur Robbie Williams, tu vois? Ah voilà, oui, c'est Non, mais le c'est vrai que postulat c'est de un peu base. ça le truc. C'est, je l'ai pas vu le film, mais comme tout le monde, en fait, tout le monde s'en fiche d'un biopic où Robbie Williams fait un singe. Tu vois, c'est pas Bob Dylan, on le comprend parce que Dylan a marqué à tout jamais la musique. Mais Robbie Williams, bon. Ça permet de rebondir sur le fait que le film bide énormément déjà aux États-Unis. Alors en Europe, c'est pas beaucoup mieux puisque je crois que déjà en une semaine de box-office en France, il a fait à peine 150 000 entrées, ce qui en soi pour un tel biopic à 100 millions de dollars voire plus, pas terrible, voire c'était le gros film de ce début d'année et c'est déjà très mal parti. C'est dommage parce que c'est vrai que cette idée d'avoir ton personnage principal qui est du coup en 3D avec un côté singe, on sent que malgré tout, il y a des connaisseurs, il y a des gens qui connaissent leur boulot et qui, dans pas mal de séquences, font un travail vraiment qui est minutieux, mais qui est presque frustrant vu le sujet. Parce que, personnellement, qu'on aime ou pas l'artiste, j'en ai un peu rien à faire, mais pour moi, l'histoire ne m'attache pas suffisamment avec ce qui est présenté. Et la mise en scène a des fulgurances. Il y a 2-3 passages auxquels on sent que ça s'amuse. On sent que ça met des chorégraphies, ça joue avec des faux plans séquences ou quoi que ce soit. Mais au final, pour moi, ça reste un peu creux, un peu vide. En plus de faire doublon avec un documentaire auquel, si je m'abuse, qui est disponible sur Netflix, où c'est Robin Williams qui regarde ce que tu m'avais dit, qui regarde ses archives et qui s'auto-documente et qui s'auto-critique justement. Donc, niveau auto-centré, ça se pose là, quoi. Clairement, oui, Joshua. Et j'ai une dernière question, Lenny, sur le film. Est-ce que le côté singe n'est pas là? Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment de côté singe? Oh, j'ai fait un singe pour me différencier, pour dire, je fais pas n'importe quel biopic. Oui et non, c'est-à-dire que pour moi ça peut être ça, très honnêtement, hein, parce que c'est vrai que regarder la bande-annonce c'est relativement surprenant et ça peut piquer une pseudo-curiosité. Et c'est vrai que malheureusement en fait c'est pas tant que ça développé, mais malgré tout, je sais pas si c'est le scénariste ou le réalisateur ou même lui-même, mais il y a notamment je dirais une séquence pour moi qui marche, notamment une séquence de fin qui prend un peu de façon littérale le principe de combattre ses démons intérieurs. Ah oui. Où là, pour moi, l'idée du singe peut marcher, même si techniquement, il y a un élément qui n'aurait pas fonctionné si c'était pas les singes, mais c'est tellement léger pour tout, à mon avis, le travail que ça a fait, et de fait, il n'y a pas spécialement de portée symbolique. Je veux dire, je sais pas, t'as un personnage qui est représenté en singe, fais-lui physiquement faire des singeries. Alors, mais c'est un peu ça qui est mis de côté, malheureusement. Genre manger des bananes. Non. Non, mais Joshua. Oh, merci. On n'est pas encore sur la planète des singes. Ce n'est pas César. T'as toujours pas compris le film. Même si ça pouvait, hein, évidemment, puisque ça ressemble énormément. Et puis les manières de le faire, c'était équivalent. Alors, il y a quand même, je tiens à préciser, moi je trouve qu'il y a même Robbie Williams l'a bien mis en avant. Il y a ce côté fondu. Il se présente en singe parce que déjà, il a toujours été un peu bafoué. C'est ce qu'il montre
montre dans le film, c'est qu'il a toujours été aussi mis de côté, il a toujours été présenté comme une bête de foire. Il y a ce côté où le fond est quand même, moi je trouve justement, il est tellement présent, je suffoquais de dire oui, j'ai compris que tu avais fait cette histoire du singe pour essayer de représenter le fait que tu as toujours été décalé par rapport aux autres, ce qu'il a toujours présenté d'ailleurs dans la communication autour du film, mais ça c'est le fond, mais la forme, ça ne fonctionne pas du tout. Enfin, ça fonctionne pas. Ça peut fonctionner pour certains, je le sais. Hein, j'ai bien vu évidemment des retours où, en fin de compte, certains trouvaient ça tout à fait efficace. Mais contrairement aussi, à l'opposé, on a des gens, ça ne fonctionne pas du tout, ça ne marche pas. C'est trop présent cette CGI. Et comme tu as dit, en plus, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'il y a certains plans où en fait le côté CGI est tellement présent parce qu'en plus il y a des fonds verts. Rien n'est vraiment tourné naturellement, on va dire, à part certaines scènes. Mais tu vois les fonds verts de partout et quelquefois tu te poses la question si t'es pas vraiment justement devant la planète des singes, la suite. Oui, Aline ? Moi, j'ai pas vu le film, donc pour le coup, là, c'est une question que je vous pose, c'est que d'extérieur, je trouve que l'argument d'incarner son personnage à travers le singe pour représenter cet effet de je suis une bête de foire, etc. Ok, bon, pourquoi pas, ça pourrait même attirer ma curiosité. Mais je trouve que c'est un choix qui est tellement ambitieux que l'argument d'être bête de foire, il est peut-être trop en surface. Ça aurait peut-être mérité d'être plus approfondi, d'être capable d'argumenter de pourquoi un singe, parce que d'être une bête de foire, oui, mais ça aurait pu être une autre forme animale, ou même peut-être pas qu'animale. Enfin, je veux dire, il y a plein d'autres films qui incarnent ça sans passer par le biais animalier. Donc, moi, d'extérieur, ce qui me pose question, c'est justement, est-ce qu'il y a un vrai choix artistique, un vrai choix même personnel de choisir le singe, ou c'est... parce que ça fonctionne au final, enfin, marketing, oui et non, mais ça attire. Moi, la première, quand j'ai vu un mode annonce, je me suis dit, marrant, mais... j'ai pas été le voir pour autant, quoi. Oui, Lazare. Je crois que le rapport au singe, c'est aussi parce qu'il y a des chansons sur les singes, genre Me and My Monkey. Oui. Je crois que c'est... Tout à fait, il y a un peu de ça, parce que justement, il s'est toujours vu comme un singe, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup ce côté miroir, où en fait, il se voit dans le film, il s'entrevoit dans des concerts, etc. Il voit ses démons s'incarner, ses démons du passé, parce qu'il y a beaucoup ce côté où, dès qu'il incarne une sorte de personnage, il se décale, il se détache de lui-même pour, en fin de compte, s'autocritiquer. Ce qui fonctionne plus ou moins, comme tu as dit, justement, dans une scène de séquence finale là-dessus, qui fonctionne plutôt bien et qui justifie véritablement, en effet, cette image du singe. Pour autant, c'est vrai que ça justifie pas toutes les scènes, puisque certaines fois, c'est complètement hors propos. Moi, ce qui m'a choqué, c'est là où je veux en dire, c'est un singe. C'est-à-dire que, obligatoirement, des fois, tu as des moments mais je n'arrive pas à voir autre chose qu'un singe. Je suis désolé. Genre, il se rase un moment. Alors, je spoil rien, mais il se rase un moment et il se rase la tête. Et t'es en mode, oui, mais t'as des poils sur tout le corps. Donc, tu es un singe, tu as encore des poils. Qu'est-ce que tu me sors ? Et à un moment, il embrasse des femmes. Et un singe qui embrasse des femmes, bon, désolé, mais moi, je suis pas Fury ou quoi que ce soit. Ça me met un peu mal à l'aise. Je suis un peu en mode, ça fonctionne pas. Genre, ça me met dans une drôle de position. Oui, Lenny. En dehors du côté mal à l'aise. T'as kiffé ça ? Non. Ah, ok, d'accord. En dehors du côté mal à l'aise, savoir. pour moi, ce qui est intéressant, c'est par contre, c'est justement dans ce genre de séquence où on voit, encore une fois, je me répète, mais qu'il y a eu un gros travail de FX parce que justement, le passage, les interactions entre le faux et les personnes en réel marchent très très bien. C'en est même surprenant. Et pour finir, Joshua ? Pour le coup, est-ce qu'il tire pas aussi son épingle du jeu par ça ? Parce que le biopic, c'est le style académique le plus chiant actuellement. Enfin, on voit que vraiment, les biopics de ces dernières années, depuis Bohemian Rhapsody, c'est le mot mise en scène n'existe quasiment pas. Ça sert juste à relancer. Enfin, on voit que c'est une entreprise qui sert juste à relancer les droits d'auteur pour tous ceux qui les touchent. Est-ce que le fait qu'il y ait une réalisation, tu critiques beaucoup la mise en scène avec beaucoup de CGI, mais est-ce que ça peut pas apporter un vrai dynamisme pour mettre plus en avant la musique et peut-être même apporter plus de dynamisme de cinéma, parce que souvent, vraiment, c'est plutôt mou les biopics. Sur les artistes musicaux, c'est très souvent du chant contre chant, très basique. Pour finir sur le film et justement faire une conclusion, c'est que je me permets, Mélanie, t'hésites pas, hein, bien sûr, c'est trop conventionnel tout de même. C'est-à-dire ça tire son épingle du jeu, certes, mais comme t'as dit Aline, ça ne va pas plus loin que l'image propre du CGI et quelques séquences qu'on a essayé de mettre en avant. Après cela, t'as quand même 2 heures de film où ça reste un film classique, basique, en effet, qui pourrait se comparer à du Bohemian Rhapsody. Moi, ça m'a fait énormément penser à
Rockstarman, c'est ça, sur Elton John. Rocketman, pardon. Après, moi, j'ai bien aimé Rocketman. Alors, moi, j'ai adoré. Il y avait des belles fulgurances et il joue entre réalité. Il y a ces fulgurances en question. Il va beaucoup plus loin dans le sujet de l'autocritique et justement sur ses liens avec la dépendance à l'alcool et à la drogue. Ça va évidemment même trop loin parce que je pense qu'il faut quand même avoir un public averti pour aller voir ce genre de film. La fin est assez vénère sur l'autocritique d'ailleurs, mais ça reste d'une conventionnalité, c'est ce qu'on s'est dit. C'est-à-dire que en fait, la forme des fois a des fulgurances très intéressantes. Tu me complètes, hein, Léni. La forme a des fulgurances très intéressantes, mais le fond... C'est beau couple. Oui, je sais. On va voir tous les films ensemble, on se tient la main et voilà. Bref. Et des fois, il me cache quelque chose dans le popcorn. Bref. Et vous avez un passe duo. Oui, c'est vrai en plus. Et par contre, le fond, il reste le même. C'est-à-dire que là, je répète ce qu'a dit Lenny, c'est que c'est un connard qui a fait des choses de la merde, qui se justifie justement d'être une star quand même, qui dit regardez, en fait, je mérite tout ça, parce que c'est vrai que on n'a pas précisé, mais il ne se justifie jamais sur sa carrière. Et ça, moi j'ai trouvé ça dingue, c'est-à-dire qu'il justifie tous les actes de sa vie, mais sa carrière, pour lui, il a été impeccable. Genre vraiment, il a toujours tracé droit, il a toujours fait que des dingueries. Ce qui est quand même assez dérangeant par rapport à des Bohemian Rhapsody où des fois t'as des moments tu vois le mec qui a fait un peu de la merde, ou des Rockstarman ou Rocketman, j'y arriverai pas. Et puis surtout quand on dit qu'il se justifie, c'est qu'il intervient littéralement dans la narration en voix off pour dire ah oui, alors en fait j'ai fait cette blague, mais bon, j'ai fait des trucs pires. Oui. Voilà, et pour dire vraiment que des trucs nuls comme ça. Est-ce qu'il ne devrait pas plutôt faire une séance chez le psy plutôt de faire un film ? On peut finir là-dessus, on est d'accord. Et on avait un autre biopic, alors qui peut paraître conventionnel, peut-être pour certains, d'autres qui pourraient voir justement une autre épingle à sortir de ces biopics musicaux, puisqu'il a un propos, il se positionne vraiment sur une période de Bob Dylan, c'est Un parfait inconnu. Alors, Aline, je vais partir directement sur toi, justement. Est-ce que tu as bien apprécié quand même ce film ? Est-ce que tu le trouves conventionnel justement dans cette panoplie de films d'icônes américaines qu'on va avoir d'ailleurs cette année encore? Alors moi je l'ai beaucoup aimé, j'avais pas mal d'attentes parce que vu qu'il y a Timothée en tant qu'acteur principal, j'avoue qu'à chaque fois je l'attends un peu au tournant, je suis rarement déçue. Et c'est vrai que là, alors je trouve qu'il y a toujours ce côté conventionnel, comme disait Lénie, il y a toujours ce schéma, en fait on part d'un point de l'histoire et on arrive à la fin. Là, ce que j'ai au début pas trop aimé et avec du recul apprécié, c'est de partir du moment où il arrive en fait donc dans les années 60 dans le but de rencontrer Woody Guthrie, et tout de suite après on suit comment il va évoluer, comment il va s'imprégner du contexte aussi politique actuel, enfin actuel du coup non mais de l'époque aux États-Unis, comment il va rentrer pour la première fois, monter sur scène du Newport Folk Festival, pardon. Bravo. Donc noté. Et du coup, c'est vrai qu'au début, je m'étais dit, alors oui, est-ce que je me suis endormie le temps d'un instant, parce que moi, je suis passée du Bob Dylan qui a son petit béret, ça gratte au bout du lit, qui est là, genre comme ça, à finalement, je suis sur scène, j'ai des lunettes de soleil, j'ai 2 nanas, et du coup, j'étais là. Alors, ça va que je connais un petit peu sa vie, donc je suis un petit peu, mais là, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un saut dans le temps. Je me suis dit, quelqu'un, pour le coup, qui connaît pas du tout, qui y va par curiosité ou juste, justement, il y a Timothée, j'y vais. Est-ce qu'il est bien aiguillé ? Est-ce que chronologiquement ça suit ? Point d'interrogation là-dessus. Oui, parce que Lénie, tu rejoins un petit peu là-dessus aussi, j'imagine, l'avis d'Aline. Là, je sais, tu m'as dit ça à l'oreille juste après notre séance, mais tu m'as dit que Bob Dylan, justement, tu connaissais pas du tout et que tu étais souvent perdu devant le film. Tu rejoins un peu déjà. Oui, c'est-à-dire que le film fait le choix, pour moi, malgré tout, qui marche et qui permet de se distinguer, de justement pas avoir ce qu'on a déjà eu sur le précédent film, alors au début j'étais petit, puis après j'ai grandi. Le film par contre a cette idée de, tu clignes des yeux, ok, il y a 10 ans qui s'est passé. Ouais. C'en est presque un peu déroutant de fait, mais ça peut s'accrocher malgré tout. Non, moi ce qui m'a dérangé, c'est le parti pris quand même du film qui est surprenant. On va pas s'intéresser à l'histoire de la personne, mais l'histoire du mythe, de la légende. Comment il crée ses idées, comment il arrive à... Et d'ailleurs, c'est adapté, je voulais le préciser, de Bobby Goes Electric. Exactement. Et c'est le truc de... Là, moi, ça me laisse parfois un peu ce côté, pas pour la narration. Bon, déjà, la mise en scène, pour moi, a un côté un peu classique, ce que je trouve surprenant, dans le sens où tu traites une icône, t'as conscience que tu traites une icône,
mais le parti pris, c'est plutôt parfois de me le montrer comme pas quelqu'un de bien. C'est... Comment dirais-je ? Ouais, c'est parfois, de ce que tu le décrivais, c'est qu'il utilisait les femmes de sa vie. Ouais, c'est quelqu'un pour moi que je considérerais comme toxique, parce qu'on a Timothée Chalamet pour moi qui ne passe pas, enfin, qui est bon, enfin, qui marche, mais qui a son regard une fois sur deux de je suis un psychopathe, je suis un pervers, enfin, c'est terrifiant. Ah oui. Alors, on précise aussi, Timothée Chalamet, après je te lance, Joshua, t'inquiète, mais Timothée Chalamet chante et joue, parce que, impressionnant quand même, il joue lui-même, parce que bon, il nous l'a présenté plusieurs fois, il a raison, voilà, il se présente pour les Oscars, il veut bien se montrer, mais il joue l'harmonica et la guitare sur scène, et il te fait des fois t'as des plans séquences sur lui qui joue pendant 2-3 minutes. Oui, Aline ? Je me permets, je te laisse la parole, Joshua, mais c'est vrai que ça, je trouve ça bien de le souligner, parce que bon, après, on en pense ce qu'on veut de la performance de Timothée. Je l'avoue ne pas être très objective. Cependant, je l'ai quand même trouvé assez juste. Et surtout, vu que j'ai été m'enseigner, c'est vrai qu'il y a 5 ans, quand même, derrière comment dire, il s'est vraiment imprégné du personnage de Bob Dylan. Il a reçu des coachs, etc. Et alors, à vérifier, mais je suis presque sûre de ce que j'avance. De toute base, avant la production, même, ils n'étaient pas sûrs de faire ça. Et en fait, lui, il y a réfléchi et il s'est comparé, entre guillemets, justement avec les Bohemian Rhapsody, donc la performance de Rami Malek, celle d'Austin Butler dans Elvis. Bon, on ne va pas forcément approfondir là-dessus, mais quel qu'en soit ce qu'on en pense, il y a du travail derrière. Oui. Il y a vraiment cette recherche-là artistique. Et, excusez-moi, Timothée a voulu faire la même démarche. Et je trouve que pour un personnage comme Bob Dylan, qui avait un timbre de voix quand même assez particulier, un jeu de guitare aussi qui... puis même en plus ce passage à l'électrique, qui fait quand même partie prenante de sa carrière, je trouve que le travail derrière, quand même il est montré à l'écran et je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. C'est ça qui me faisait peur. Je suis pas énormément déçu. Est-ce que c'est brillant? Je sais pas, mais plutôt correct. C'est remarquable en tous les cas, ça c'est sûr. Oui, Joshua, tu voulais faire ta petite remarque? 2 choses déjà. Fais-nous rire, vas-y. Non. Mais déjà, je suis impressionné que Aline l'appelle Timothée, comme si c'était... Je l'ai quand même je l'ai un tatouage en fonction de lui, donc tu sais, c'est l'élément d'un... Ouais. Call Me By Your Name, justement. Ah ouais. Tu fais une belle liaison pour après, ça c'est bien. Tout est lié, c'est incroyable. Et je voulais revenir sur ce que disait Lenny, le fait qu'on présente un connard, mais est-ce que c'est pas mieux des fois les biopics qui réinterroge l'icône? Ouais, plutôt qu'un truc presque prosélyque où, regardez, il est quand même super. C'est pour ça que je pense le biopic sur Michael Jackson, comment je le sens pas. Ah oui, c'est l'impression que ça m'avait donné sur Amy Winehouse aussi, où c'est le père qui avait commandé le film à moitié, et le truc réinterprète un peu des événements de sa vie pour essayer, voilà. Ce qui était dégueulasse aussi avec Bohemian Rhapsody, vu que tous les... Alors là, on n'en parle même pas. Oui. Pour moi, c'est une honte totale, Bohemian Rhapsody. Tous les gens du groupe qui se vengent, non mais toute la faute. Oui, non, mais j'ai détesté. Oui, Lenny. Personnellement, moi, pour revenir sur l'aspect performance qui a été mis dedans, c'est bien, d'accord, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un biopic, faut montrer que tel comédien, non mais il s'est joué trop bien du piano, il y a eu un tel investissement. Alors d'accord, pourquoi pas? Factuellement, moi je m'en fous, je suis là pour qu'on me raconte une histoire. Et en fait, ce qui m'embête, c'est que je sais pas si le personnage qui est décrit dans le film m'a frustré, m'a mis de côté, mais j'ai jamais réussi à être embarqué. Et surtout, je finis le film à base de je sais pas ce qu'a voulu être raconté. J'arrive pas à savoir en fait quel est le point de vue que le film a sur Bob Dylan. Parce que pour moi, d'un côté, il y a ce truc de... Alors, c'est un enfoiré, c'est quelqu'un qui est toxique avec absolument quasiment toutes les femmes de son entourage, et c'est quelqu'un qui, derrière, à chaque fois qu'on va essayer de lui parler de militantisme, de politique, de tout ce que tu veux, va en avoir rien à foutre, mais va le mettre dans ses chansons. Donc j'arrive pas, pour moi c'est un personnage qui est ambivalent, et j'arrive pas à voir ce que le film veut trancher. L'être humain est ambigu. Bien oui. Merci. On vit dans une saucisse. On vit dans une société. Oui, Aline. Je suis assez d'accord, mais en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, comme je disais au début, en fait, ce qui m'a frustré et finalement intéressé, c'est que, et en plus, t'en es l'exemple parfait, quand tu le connais pas, tu sais toujours pas d'où il vient, finalement, presque, Bob Dylan. Tu sais toujours pas qui c'est. Et pendant le film, quand il y a des petites interventions, justement, il reçoit du courrier qui concerne son passé, il l'évoque pas. Justement, il se paraît détaché de tous ces conflits politiques, mais au final, quand il réfléchit, dès qu'il compose la radio, dans le fond, c'est les infos, c'est l'actualité, en fait, tout défile. Donc, malgré tout, il s'imprègne de ce qui se passe. Donc, je pense que c'est peut-être pas montré, et je peux comprendre que ça puisse être frustrant. Il y a Cuba quand même, je tiens à préciser. Il y a plusieurs événements politiques qui sont bien mis en avant. Voilà. La mort de Kennedy, exactement. Cuba, et aussi la mort de Malcolm X, il me semble. Aussi, donc, forcément, tout ça, ça fait partie de...
indirectement, je pense que c'est juste un parallèle qui a été fait à la réal, justement pour montrer que ça fait partie de son processus artistique, mais que ça n'en est pas le centre. Parce qu'il y avait d'autres choses et d'autres choix, je pense, qui l'intéressaient. Et là où, juste pour conclure, moi j'ai bien aimé, c'est que le passage à l'électrique, il est montré et plutôt juste. Et le fameux concert qu'il fait, où au final il va jouer justement électrique et qui va se faire ruer, assez fidèle à ce qui s'est vraiment passé. J'ai adoré ce passage pour faire ma petite intervention. J'ai trouvé. Alors, moi, c'est vrai que je rejoins Lenny sur le fait que c'était peu accessible au départ et qu'on comprend pas vraiment les intentions du personnage là-dessus. Je n'enlève rien, c'est plutôt correct. Mais j'avoue que la deuxième moitié du film, sur les années donc dès 65, et d'ailleurs dès ce saut dans le temps qui a pu perturber, là, j'étais tout de suite dans le film parce que là, on prend vraiment parti d'un laps de temps très court où on explique comment le personnage et l'icône évolue et comment il va prendre vraiment part aussi à ce personnage contestataire. Qu'est-ce qu'il va faire aussi pour montrer comment il va faire une mouvance idéologique un petit peu, lui qui... Et en fait, tout est exprimé dans la musique. Et ça, je voulais le préciser, c'est un film, ça on l'avait dit Lenny, c'est extrêmement musical, hein. Genre tout le film on a des musiques, tout le film on a des représentations des acteurs justement qui chantent, qui jouent, alors que Better Man t'as 3-4 musiques à tout péter. Bon, en même temps il a pas fait beaucoup plus de tubes, Robbie Williams en tout cas dans la pérennité, alors que Bob Dylan, bon, c'est que des classiques évidemment et ses paroles restent et perdurent. Lenny, pour conclure. Et de ce que tu me disais, visuellement c'est pas forcément les plus connus, c'est parfois justement des trucs un peu obscurs, un peu précis, ce genre de choses. Donc à mon avis, de fait, je pense que... Il n'y a pas que ces classiques. Mais je pense que quelqu'un qui connaît un minima la figure pourra y trouver son compte, justement, dans le côté représentation. Après, je vais pas non plus m'en plaindre 150 ans. Je suis le premier à taper sur un film biopic qui est une page Wikipédia. Là, le film essaye de faire des choses. À minima, ça reste intéressant. En plus, le réalisateur a fait quand même beaucoup de choses pertinentes. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais j'aime bien quand tu conclus comme ça, où tu es sur un aveu d'échec. Tu as perdu le débat. Aline a gagné. Non, j'essaye de mettre de l'eau dans mon vin. Non, si. Voilà, on applaudit. Bravo, Aline. Merci. Merci de la part de Timothée également. Je rigole, Lenny, évidemment, tout va bien, on adore ton avis. Joshua, une petite blague là, juste avant une petite transition. Pas du tout de blague. Putain, t'es payé pour ça. Hein. Pour les gens sur YouTube qui nous regardent en commentaire, si vous préférez Un Parfait Inconnu ou alors I'm Not There, le film de Tom Dace avec les 8 acteurs qui font Bob Dylan, qui pourrait peut-être t'intéresser. Davantage dans la présentation biopic, c'est vrai, mais bon. Donc en commentaire, on compte sur vous. Tu regardes quoi là ? Le rideau. Ah, le rideau, ouais. C'est assez schizophrénique, hein, parce que bon... Le rideau. Le rideau. Ah, la référence à Big Deal. Ça, c'est la prochaine émission, ça arrive très vite. C'est toi,